Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Guadeloupe, actualité. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission, une émission spéciale, je vous l'avais annoncé hier. Sur ce plateau, le préfet Alexandre Rochat. Alexandre Rochat qui aura à cœur de parler aux Guadeloupéens, comme il a su le faire durant son séjour en Guadeloupe, mais une émission particulière, une émission qui sera une émission vérité, une émission où il aura à s'exprimer certainement autrement. Dernière émission. Je ne sais pas si c'est en Guadeloupe, en tout cas au niveau de Canal 10, dernière émission. Alexandre Rochat, monsieur le préfet, merci d'être sur ce plateau. Bonsoir Madame Boisset, merci beaucoup de m'accueillir. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, une émission particulière avec vous, on va dire un peu sans langue de bois. J'ai pas l'habitude d'avoir beaucoup de langue de bois. D'accord. Alors, première question, avez-vous connu des moments de plaisir dans le cadre de votre mission ici en Guadeloupe? J'ai failli répondre heureusement. Oui, bien sûr, j'ai connu des moments de joie, des moments de plaisir, des moments de bonheur ici en Guadeloupe. C'est d'ailleurs ça que je retiendrai de mon séjour de 2 ans et demi ici, parce que j'ai rencontré des gens extraordinaires avec lesquels j'ai noué des relations, d'autres avec lesquels simplement on s'est croisés et on a parlé ensemble et on a senti de la proximité, de la chaleur humaine entre nous, parce que j'ai vu des paysages qui étaient magnifiques, parce que j'ai pu profiter de cette Guadeloupe. Alors je ne dis pas pendant les 2 ans et demi, vous le savez très bien, mais pendant les phases les moments où on a pu en profiter, avec ma femme notamment, oui, voilà, j'ai connu des moments de bonheur, oui. Vous dites bonheur. De bonheur, oui, bien sûr. Oui. Alors, on dit qu'être préfet en Guadeloupe, c'est particulièrement éprouvant. Est-ce vrai? Après, ça dépend des périodes, ça dépend des préfets. Je ne vais pas vous dire que c'est pas fatigant, parce que j'ai eu des périodes où j'étais assez fatigué, parce que il y a des moments de tension qui sont importantes. Vous avez la responsabilité d'un préfet, d'ailleurs, dans n'importe quel territoire, dans n'importe quel département. Ce sont des responsabilités importantes. Et donc, de fait, dès qu'on a des responsabilités, on est amené à devoir faire des choix, à devoir réfléchir sur ce qu'il faut faire en gestion de crise, notamment. Et donc, oui, ça peut être éprouvant. Je ne sais pas si c'est plus éprouvant en Guadeloupe ou moins éprouvant en Guadeloupe. On a eu une accumulation d'un certain nombre de sujets qui ont fait que les épisodes un peu fatigants et un peu éprouvants étaient là, mais comme je le dis juste avant, en fait, moi, c'est pas ça que je veux retenir. Je veux retenir justement les moments où on a, je vais dire, quand on a quitté la période de Covid importante, quand on a passé cette période de crise sociale et de crispation qu'on avait connue en Guadeloupe, et que on a senti que la vie revenait. Quand je vois, juste avant notre émission, c'était une émission sur le carnaval, quand je vois ce carnaval de cette année, la ferveur, la préparation des groupes, le nombre de personnes qui viennent assister au déboulé le dimanche ou pendant les week-ends. Voilà, c'est ça que je retiens de la Guadeloupe aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il vous est arrivé par moment de vous sentir extrêmement seul? Est-ce que vous avez eu à verser peut-être quelques larmes par rapport à une difficulté particulière? Non, j'ai pas versé de larmes. Je me suis pas forcément senti seul. Seul au sens de isolé. Oui. Non. On est un peu seul de temps en temps quand on doit prendre des décisions, parce que c'est le préfet qui est responsable, et donc j'ai dû prendre des décisions et ensuite les assumer. C'est normal. Là, il peut y avoir un petit peu de solitude. En revanche, je me suis toujours astreint, et puis c'est ma façon de fonctionner, à ne jamais réfléchir tout seul avant de prendre la décision. C'est toujours de pouvoir consulter, de discuter, de prendre les avis des uns et des autres, de prendre les propositions des uns et des autres,
pour revenir sur la crise Covid, vous vous souvenez, le comité des élus qu'on réunissait chaque semaine, mon cercle de sous-préfets avec lesquels je travaille de façon permanente, la directrice générale, puis le directeur général de l'ARS. Voilà, ce sont des cercles, et puis ma famille aussi, puisque c'est aussi important de s'appuyer sur eux, et le soir de parler d'autre chose, ou à l'inverse de parler de ce qu'on a vu et de confronter en fait les décisions qu'on a prises, et puis parce que voilà, ce sont des témoins immédiats de la façon dont on fonctionne. Et donc oui, seul parfois, mais pas isolé. En tout cas, j'ai cherché à ne jamais être isolé. Seul parfois aussi parce qu'on est en Guadeloupe et qu'on est loin de la métropole, et que parfois on a besoin de l'appui de la métropole pour gérer une crise, parce qu'on a besoin de moyens particuliers. Et ici, avec le décalage horaire et les 8000 km, on peut être un peu seul de temps en temps pendant quelques heures. Alors c'est vrai qu'on dit que derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Est-ce qu'on peut dire que votre épouse, c'était une grande femme à vos côtés? Est-ce qu'elle a été votre soutien au quotidien? Et est-ce que vous êtes beaucoup appuyé sur elle? Elle est mon soutien de tous les jours. Depuis qu'on s'est mariés. Avant, j'avais une carrière d'officier, donc il y a des moments où je devais partir en mission. Elle a toujours été mon soutien. Et ici, en Guadeloupe, elle a été particulièrement, puisqu'on a resserré notre cercle familial, puisque nos enfants sont grands et ils sont étudiants, donc ils sont restés à Paris. Ils ont eu l'occasion de venir en Guadeloupe, mais on était que tous les deux. Et donc, quand je disais, quand le soir, je rentrais tard et qu'elle était là, c'était réconfortant de la retrouver, de parler avec elle d'autres choses, parce que ça permet aussi de s'aérer l'esprit. Oui, elle a été et elle demeure évidemment mon soutien. Alors, est-ce que la fonction, dans la continuité, vous permet d'avoir une vie équilibrée? Alors, vie de famille, relation avec les autres. Est-ce que, honnêtement, cette fonction le permet? En fait, on espère pouvoir le faire le plus possible. Mais on s'aperçoit que c'est plus compliqué parce qu'on a des responsabilités et parfois quand on rencontre quelqu'un, on se demande si cette personne vient vous saluer parce que vous êtes Alexandre Rochat ou parce que vous êtes le préfet de la Guadeloupe. Mais une fois qu'on a passé cette barrière, mais en tout cas cette vérification, oui, on a noué avec ma femme notamment des relations qui sont des relations d'amitié avec un certain nombre de personnes. On avait des activités qu'on espérait le plus normal possible, notamment quand on avait un peu de temps le week-end, monter à la Soufrière, aller se balader dans la montagne, aller au sein de ce week-end par exemple, le plus incognito possible, pouvoir profiter c'est possible. de tout cela. C'est de plus en plus difficile, je vous l'avoue. Alors c'est vrai que en Guadeloupe, vous avez eu à connaître, à gérer différentes crises sanitaires, crise sociale. Il y a eu tous ces barrages de novembre 2021. Quel impact ont eu sur vous ces divers événements? Vous savez, quand on vient prendre des responsabilités de préfet en Guadeloupe, on sait qu'on vient sur un territoire dans lequel il peut y avoir un certain nombre de crises. Pas forcément celles que j'ai eues. C'est-à-dire qu'imaginer une épidémie, une pandémie, ça c'était impossible. Crise sociale, on sait que ça peut arriver, mais on se prépare à la gestion de crise alors qu'ils sont plutôt des crises classiques. C'est par exemple la tempête Fiona que nous avons eue en septembre dernier, c'est-à-dire des crises d'origine d'événements climatiques. Donc on sait que ça peut arriver. Donc on s'est préparé à cela. On a des équipes autour de nous, on n'est jamais tout seul, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a des équipes qui sont prêtes aussi, qui sont capables de se mobiliser sur un court préavis, qui savent aussi prendre des décisions. On peut déléguer un certain nombre de choses. Donc on se prépare le plus possible. Après, ça a forcément eu un impact. La crise Covid a eu un impact du fait de sa longueur, de l'intensité des vagues que nous avions, et notamment de la quatrième vague qui a été la plus difficile. Vous vous souvenez de toutes les attaques qui ont été lancées contre la directrice générale de l'ARS et moi-même, du fait qu'on était dans une tempête. Donc oui, ça a eu un impact, mais vous savez qu'il y a un adage qui dit « tout ce qui ne tue pas rend plus fort ». Et donc je considère que je sors plus fort que quand je suis entré. Ouais, vous êtes plus fort maintenant? Oui, parce qu'on a affronté, quand on affronte des tempêtes et qu'on arrive à en sortir, on accumule de l'expérience et on accumule des retours d'expérience. Chez les militaires, on aime bien réfléchir, dans le corps préfectoral aussi, quand on a géré une crise, on s'arrête, on regarde la façon dont ça s'est passé et puis on en tire des enseignements pour la suite. Et tout ça, ça nous aide à avancer, ça nous aide à mieux nous comporter, ça nous aide à mieux travailler pour la suite. Quel regard portez-vous sur la classe politique locale ? Alors, sans langue de bois. Non, vraiment sans langue de bois. Moi, je considère que un préfet
il a un devoir de travailler avec les élus locaux. Alors, il a un devoir, pourquoi? Parce que c'est inscrit comme ça dans la Constitution et dans les textes, ce qu'on appelle le partage des compétences et le partage des pouvoirs. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune politique publique qui ne s'accomplisse sans partenariat, sans travail avec les autres. Mais y compris même dans des domaines qui peuvent être considérés comme des domaines régaliens, c'est-à-dire de l'État seul. Il n'y a plus d'une seule politique qui est du domaine de la région toute seule. Il y a forcément un travail qui se fait avec l'État, qui peut se faire avec le département, avec les collectivités. Je vais vous donner un exemple. Le domaine de la sécurité. On peut se dire que c'est un domaine régalien, celui de la sécurité, notamment de la sécurité publique. Avec la police, la gendarmerie, évidemment, c'est de la responsabilité de l'État de l'assumer. Mais on voit bien que si on veut traiter le sujet de la sécurité, c'est un sujet qui est majeur en ce moment, il faut qu'on travaille aussi avec l'ensemble de l'environnement qui va nous permettre d'agir sur la sécurité, d'agir sur la prévention, agir aussi avec des échelons de proximité que sont les polices municipales. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on travaille avec les communes, travailler sur l'aménagement du territoire, travailler sur les sujets sociaux, parce qu'on sait très bien que là où il y a pas d'emploi, eh bien, on cherche une autre manière de vivre. Enfin, vous voyez, donc ça veut dire que même sur la sécurité, on travaille sur de la coproduction. La coproduction de sécurité. Coproduction, ça veut donc dire qu'on travaille avec les autres et donc avec les élus et les collectivités. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, je considère que les élus ont été élus par la population. Et donc, de ce fait, ils ont une légitimité que moi, je n'ai pas, qui est une légitimité du suffrage universel. Et donc, j'ai un devoir de travailler avec eux. Vous avez la légitimité de l'État? Oui, bien sûr, j'ai une autre légitimité d'avoir été nommé par le gouvernement, qui lui-même d'ailleurs est issu du suffrage universel. Donc en fait, on se rejoint sur ce sujet. Mais on a une obligation de travailler ensemble. Et je dois dire que honnêtement, j'ai trouvé des élus de tout niveau, de toute volonté de travailler avec moi. Mais j'ai travaillé avec l'ensemble des élus ici en Guadeloupe, de la région jusqu'aux communes. Vous savez que quand je suis arrivé et j'ai recommencé ce tour, j'ai fait une attention particulière sur les communes, qui sont pour moi un échelon vraiment très très important. Et donc j'avais visité toutes les communes quand j'étais arrivé, juste avant que le Covid n'arrive. Et je garde de ce passage dans toutes les communes un très bon souvenir. Et ensuite, ça m'a permis de nouer des liens et de pouvoir travailler avec eux sur tous les sujets, y compris quand le Covid nous empêchait de nous réunir et on était obligé d'être en visioconférence. Et ben, ça nous a permis de mieux nous connaître et ça m'a permis de travailler avec eux. Est-ce qu'il y a des élus qui sont devenus vos amis? Il y a des élus dont je suis plus proche que d'autres, oui. Amis, j'en sais rien, on verra à l'usage, mais en tout cas, oui, des élus avec lesquels on a plus travaillé sur un certain nombre de dossiers, parce qu'on les a accompagnés de façon particulière. J'ai des relations avec le président de région qui sont des relations quasi quotidiennes, quand on en a besoin et quand on a besoin de travailler ensemble. Donc voilà. Est-ce que ça en fait un ami? Non, justement, je lui dis que ce sont pas des amis, et d'ailleurs, je pense que ça, après, c'est des sujets de relations entre personnes. Le fait d'être ami, c'est pas parce que c'est un élu et que je suis un préfet, c'est parce qu'on rencontre des intérêts communs, on a des vies qui se rapprochent, etc. Donc c'est pas le sujet élu-préfet, quand de l'amitié, c'est autre chose. Alors, même question, mais sur l'évolution de notre société, quel regard vous portez? Moi, je suis d'un naturel très optimiste. Donc, je vais pas dire que je vois un regard alarmiste sur l'évolution de la société. En revanche, je pense qu'on a quelques points de vigilance importants. La société dans laquelle on le vit, et singulièrement en Guadeloupe, est une société qui devient de plus en plus violente. Et ça je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. On le voit. La violence se banalise dans beaucoup de choses. Il n'y a pas maintenant même des altercations entre deux voitures qui peuvent se toucher, et ouais. ça finit dans des proportions qui sont extrêmement importantes. Donc ça c'est pour moi un sujet de vigilance important. Il faut qu'on arrive à trouver les moyens d'éviter que cette violence ne continue à augmenter, parce qu'elle va venir sinon pourrir toutes les relations. Est-ce qu'il y a une solution Les solutions, c'est l'apaisement. Les solutions, c'est de trouver des moyens de médiation plutôt que des moyens de confrontation. C'est d'apaiser les relations, y compris les relations sociales, qui en Guadeloupe sont des relations qui peuvent être violentes de temps en temps. Alors certains avancent avec insistance que la Guadeloupe est à l'agonie. Qu'en pensez-vous? Ah non, ça honnêtement, alors on a toujours partout dans tous les territoires des gens qui, je sais pas, trouvent que c'est bien de dire que tout va mal et que demain ça va être encore pire qu'aujourd'hui, etc. Honnêtement, moi les indicateurs et les signes que je vois de la Guadeloupe me montrent que la Guadeloupe n'est absolument pas à l'agonie, au contraire. On est d'un point de vue économique, on est revenu ici
en 2020, fin 2022, début 2023, sur quasiment la même tendance économique que juste avant le Covid. Donc ça veut dire qu'on a passé quand même cette phase avec difficulté. Regardez le nombre de touristes, même si ce n'est pas le seul indicateur important en matière d'économie, c'est quand même un signe important. Regardez la ferveur autour du carnaval et le besoin de se retrouver, donc de cette société guadeloupéenne, de se retrouver ensemble, de vivre des moments de fête. Si on était vraiment déprimé, on n'aurait pas ces moments de festivité, de fête et l'envie de se retrouver ensemble. Il y a et c'est la suite de l'appel de Fort-de-France et puis la demande du président de la République de réfléchir sur l'avenir de la Guadeloupe, pas seulement institutionnel, mais vraiment de réfléchir sur comment est-ce qu'on peut mieux adapter les choses, comment est-ce qu'on peut définir quelle sera notre politique et quelle sera la Guadeloupe dans les 15 ans qui viennent. Voilà, il y a des signes comme ça qui montrent qu'on n'est pas du tout, que la Guadeloupe est loin d'être à l'agonie, et au contraire, elle est plutôt sur une phase où on sent que les gens ont envie qu'elle progresse. Mais justement, s'il y a toute cette violence, est-ce que c'est pas un signe où les choses ne vont pas bien? Si, vraisemblablement, mais enfin, la violence en Guadeloupe, la Guadeloupe n'est pas isolée dans ce phénomène. Et d'ailleurs, regardez, y compris dans l'Hexagone, la violence est partout, elle est partout dans le monde. Donc en fait, on est dans c'est un schéma dans lequel on est la Guadeloupe et comme le reste. Alors avec ici des éléments particuliers, mais voilà. Donc c'est une ambiance générale, l'augmentation de la violence dans les relations humaines. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'en Guadeloupe on l'est plus et que ça va nous empêcher de progresser. Si vous étiez président, alors on oublie la casquette de préfet, si vous étiez président de collectivité majeure, quelles mesures auriez-vous mises en place au profit de la population? Je ne peux pas me mettre à la place d'un président de collectivité, parce que, comme vous le savez, je ne suis pas élu, et je ne serai, je pense, jamais élu, parce que c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je veux faire. Non, je pense que chaque collectivité, chaque président de collectivité a été élu sur un programme, et donc ce qu'il doit faire, c'est appliquer le programme pour lequel ils ont été élus. Et chaque collectivité a ses compétences. La région doit travailler, elle le fait, sur le développement économique, sur l'appui économique. Le département, et on travaille avec lui à travers la stratégie de lutte contre la pauvreté, doit travailler sur les aspects sociaux et doit aller avec l'État et avec d'autres sur réparer des difficultés sociales que nous avons sur les personnes handicapées, sur les personnes qui sont sans emploi, sur celles qui ont besoin d'insertion. Voilà. Donc chaque collectivité doit accomplir les compétences qui sont les siennes, en fait. C'est ça qu'il faut faire. Oui. Il y a quand même des mesures urgentes à mettre en place. Oui, mais je ne peux pas me mettre à la place d'un élu. Ce n'est pas mon rôle. Moi, je suis là pour accompagner un élu qui a une vision qu'il a développée quand il a été élu. Alors, qu'est-ce qui vous a donc le plus chagriné depuis votre nomination? Quand vous regardez un petit peu tout ce qui s'est... Qu'est-ce qui vous a chagriné? Ce qui m'a le plus chagriné, pour reprendre votre expression, c'est les difficultés qu'on a eues autour de la vaccination. Quand je dis difficulté, je minore le propos. Et le fait qu'on n'a pas réussi l'adhésion autour de la vaccination qui est pourtant nous aurait permis d'éviter un grand nombre de victimes du Covid en Guadeloupe comme ailleurs, comme ça a été le cas ailleurs. Voilà, ça c'est mon regret, c'est ce qui me chagrine le plus. Après, en réfléchissant, je me dis qu'on n'a vraisemblablement pas utilisé les bons vecteurs, on n'a pas utilisé les bons messages, on n'a pas été à l'écoute peut-être d'un certain nombre de choses. Mais ça on le sait maintenant quand on a du recul. Quand on est sur l'action, on agit avec les éléments d'information qu'on a au moment où on doit agir. C'est la règle. Et donc c'est toujours plus facile 6 mois, 1 an plus tard, de se dire « Ah bah oui, j'aurais dû faire ça en fait ». Alors c'est utile d'y réfléchir parce que ça nous permettra de préparer la suite, mais en tout cas, ça ne peut pas changer ce qu'on a fait au moment où on l'a fait. Alors, quand on parle de tout cela, on parle de la réintégration des soignants. Moi je vous parle de la vaccination de la population globale. Non vaccinés aussi. Est-ce que pour vous, c'est vraiment un échec à ce niveau? Un échec de... Au niveau de la réintégration des soignants, ne pas avoir vraiment trouvé une solution ou des solutions. Est-ce que pour vous... En fait, on est en France, dans une république, et en fait, il y a des règles qui sont assez claires. C'est que la loi, notamment, prévoit un certain nombre de choses, et la loi s'applique sur l'ensemble du territoire de la République, en tout cas dans ces domaines-là, et que la loi prévoit qu'il faut être vacciné pour être personnel soignant. Donc, tant qu'on aura la loi, tant que cette loi sera là, enfin, je l'ai suffisamment dit, on l'a suffisamment dit, je n'ai pas la main ici de toute façon pour faire une pratique différente ou une application différente de cette loi. Tant que cette loi existera, il y aura obligation d'être vacciné. Et si on ne l'est pas, eh bien, la suspension demeurera.
Donc en fait, c'est un sujet tourne en d'organisation rond. de l'État. Mais ça tourne en rond. Enfin, il y a un certain nombre d'obligations quand on a des professions. Moi qui suis un ancien militaire, j'ai dû me faire vacciner contre la fièvre jaune pour aller en Guyane en mission. Si j'avais refusé de me faire vacciner contre la fièvre jaune, je ne serais plus militaire. Voilà, c'est comme ça, ce sont des choix. Ce sont des choix qui sont faits. Et il y a des obligations vaccinales et il y a d'autres obligations en fonction des professions. Alors qu'aviez-vous sur votre feuille de route et que vous n'avez pas eu le temps de réaliser ou pu réaliser? Je crois que j'ai lancé. Voilà, j'ai lancé tous les sujets qui étaient prévus sur la feuille de route qu'on m'avait donnée, que les ministres successifs m'ont donné et m'ont confirmé. D'ailleurs, Jean-François Carenco lui-même publié sa feuille de route il n'y a pas très longtemps et on a vu qu'en Guadeloupe, on mettait en œuvre. Je dis on a commencé à mettre en œuvre parce que je pense notamment à un chantier qui concerne toutes les Guadeloupéennes et tous les Guadeloupéens, qui est celui de l'eau potable. Dieu sait que ça nous a occupés collectivement. Moi, ça m'a beaucoup occupé. Et là, on a lancé un nouveau... J'espère un nouveau mouvement avec la feuille de route partagée région, département, syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe depuis janvier qui est en route. Et j'espère qu'on a trouvé la bonne méthode et qu'on va pouvoir progresser. Alors, on a un grand chantier qui a été lancé, l'avenir institutionnel de la Guadeloupe, l'évolution institutionnelle. Selon vous, est-ce la priorité aujourd'hui pour la Guadeloupe, pour les Guadeloupéens? Alors en fait, sachant tout ce qui se passe ici, toutes les problématiques. Il y a deux chantiers en fait qui ont été lancés et parfois on fait une confusion dans les deux. Comme je le disais tout à l'heure, c'est le président de la République le 7 septembre dernier qui avait réuni l'ensemble des élus des collectivités, donc région, département pour la Guadeloupe, l'association des maires et les parlementaires de tous les départements et régions d'outre-mer, qui a donné mandat en fait aux élus de réfléchir à l'avenir et à l'adaptation d'un certain nombre de choses, de différenciation, d'adaptation des normes ou des processus ou des manières d'appliquer les politiques publiques dans les territoires. Et puis il a dit, et si vous voulez qu'on travaille aussi sur l'avenir institutionnel, on peut le faire aussi. Et vous voyez, ce sont deux exercices différents. Aujourd'hui, il y a un travail de réflexion sur l'avenir institutionnel qui appartient aux collectivités et aux élus. C'est normal, c'est à eux de réfléchir à ce qu'ils peuvent proposer. Et puis il y a un autre travail qui est en cours, qui a été lancé d'ailleurs par la région, le département et les associations des maires il n'y a pas très longtemps sur une concertation locale. Je sais qu'il y a un travail qui est aussi en cours pour concerter de façon à travers un conseil ou une commission sous l'égide de la région l'ensemble des acteurs pour adapter les normes, adapter les politiques publiques, adapter un certain nombre de sujets. Voir si dans la manière d'appliquer une politique publique, on peut pas en Guadeloupe seulement et pas en Martinique et pas en Guyane, le faire d'une façon un peu différente parce qu'ici, il faut prendre en compte des spécificités, des particularités du fait de la population, du fait de la géographie, etc. Donc c'est ce travail-là, et vous voyez que ce n'est pas un travail institutionnel, c'est un travail d'adaptation des normes qui pourrait amener à changer, à modifier des lois, à modifier des décrets. Mais l'idée, c'est d'adapter localement un certain nombre de normes, de politiques publiques, de façon d'exercer les compétences. Et puis après, comme je le dis, il y a un autre travail ou une autre volonté, si tant est que cette volonté soit là, de travailler sur la partie institutionnelle. Mais ce sont deux exercices qui sont différents. Quels sont les dossiers sur lesquels vous avez été le plus mal à l'aise? Il n'y a pas de dossier sur lequel j'ai été mal à l'aise. En tout cas, comme ça, non. Il y a des dossiers sur lesquels on a réussi à avancer. Il y a des dossiers sur lesquels ça a été heurté. Mais il n'y a pas de dossier sur lesquels j'ai été mal à l'aise. Vous avez suggéré, vous avez pris... en tout cas, oui. En tout cas, j'ai mis les moyens pour que sur des dossiers qui nécessitaient d'avancer, soit parce que je m'étais aperçu qu'il fallait le faire, soit parce qu'on travaillait en partenariat et c'était des dossiers à faire avancer, soit parce que le gouvernement nous demandait d'avancer sur un certain nombre de sujets. Il n'y a pas eu j'ai pas eu de difficulté. Alors après, ça va plus ou moins vite. La méthode est différente en fonction des interlocuteurs, en fonction des partenaires. Mais non, on a conduit tous les chantiers qui nous étaient demandés. Alors vous avez eu à les gérer avec votre sensibilité personnelle. Est-ce que vous avez eu à mettre votre touche personnelle? Est-ce que vous êtes réellement, est-ce que vous avez pu le faire passer dans votre action? Au-delà d'être un préfet, on est évidemment quelqu'un qui a sa sensibilité, qui a sa façon de fonctionner, qui a un contact différent avec les interlocuteurs, avec les élus, on en a parlé juste avant, mais aussi avec les associations. Ici, on travaille beaucoup, vous savez, on aide beaucoup tout le tissu associatif dans le domaine social. L'État intervient beaucoup dans ce domaine-là, donc
évidemment, c'est avec cette sensibilité-là qu'on aborde les sujets. Une façon particulière de concerter avec les élus ou avec les partenaires, une façon particulière d'appeler nos interlocuteurs avant, par exemple, pour leur dire attention, voilà, on voudrait avancer sur ce dossier, je vais réunir, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce que c'est avec cette personne-là qu'il faut qu'on travaille? Avec le monde économique, c'est pareil, de travailler avec eux en amont pour préparer un certain nombre de sujets d'accompagnement. Le plan de relance, par exemple, pour bien avant de lancer les opérations, avoir bien concerté et être bien d'accord sur tous les objectifs qu'on poursuit. Voilà. Ça, c'est ma méthode, en fait. Voilà. Et donc, il vient de ma sensibilité, vraisemblablement. Honnêtement, quels sont ceux ici en Guadeloupe qui vous ont facilité la tâche? Il y a énormément de gens qui m'ont facilité la tâche. Après un premier épisode où on se juge, on se côtoie. Ensuite, il y a très peu de gens qui m'ont empêché ou qui ont cherché à m'empêcher d'avancer sur un certain nombre de sujets. Et des facilitateurs, j'en ai trop, je ne pourrais pas vous le dire. Des gens qui ont envie de travailler, qui ont eu envie de travailler avec moi, avec l'État. Moi, je n'ai quasiment vu que cela. Regardez le travail qu'on fait avec un certain nombre de communes, que nous aidons à se restructurer. C'est ce qu'on appelle les contrats de redressement outre-mer. On a signé ce type de contrat avec Pointe-à-Pitre, avec Basse-Terre, avec Sainte-Rose. On est en train de progresser du côté de Saint-François. On fait un accompagnement particulier de Grand Sud Caraïbes. Voilà, j'ai eu aucune difficulté. On a proposé à ces élus de les accompagner parce que leur situation financière, la situation de la commune était extrêmement tendue. Et on leur a proposé un plan, un contrat de redressement qui n'est pas juste de leur donner une subvention d'équilibre ou de fonctionnement, mais qui est de réaliser avec nous un véritable diagnostic et ensuite un plan de redressement de la commune. Parce que c'est ça l'objectif, que dans 3 ans, la commune soit redressée pour qu'elle retrouve les capacités à pouvoir agir toute seule. Et j'ai trouvé que des maires volontaires pour le faire. Alors, un sujet qui mobilise tous les Guadeloupéens et où vous étiez attendu, Philippe Gustin, avant vous, le sujet de l'eau. Alors, est-ce que, comme lui, vous partez avec un petit pincement au cœur? Est-ce que vous êtes inquiet sur le sujet de l'eau en Guadeloupe? Je suis raisonnablement inquiet. Parce que ce sujet n'est pas encore réglé, loin de là. Alors je vous parle, on continue, nous, l'État, à assurer la distribution de bouteilles d'eau à Saint-François, qui est la commune dans laquelle il y a le plus de difficultés aujourd'hui. Il y a encore des tours d'eau, évidemment. Le chantier, il est très, très, très important du syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de la Guadeloupe, sur la partie eau potable et sur la partie assainissement, parce qu'il y a ces 2 volets, évidemment. La première chose qu'il faut qu'on mette en place, c'est le sujet de la gouvernance, c'est-à-dire que l'organisation de ce syndicat. Et là, on a, je l'espère, bien progressé avec la signature de la feuille de route qui a été signée par la région, le département, le syndicat mixte et l'État, sous l'égide du ministre Carinco à Paris, en novembre dernier, où on met en place en fait tous les outils qui nous permettent de structurer et de faire avancer ce syndicat pour qu'il puisse rentrer vraiment en pleine compétence. C'est notamment pour l'État la mise à disposition du syndicat de spécialistes, d'experts qui sont des assistants techniques, qui sont hors hiérarchie et hors responsabilité, mais qui viennent aider en binôme les directeurs ou les directrices qui sont chargés des parties opérationnelles ou des parties RH ou des parties financières. Et donc là, c'est en place et on sent qu'il y a un mouvement positif qui est en train de se créer sur cette gouvernance et sur cette organisation. C'est la base. À partir de là, c'est là où on pourra ensuite mettre en place les investissements, parce que je vais pas redire ce qu'a dit Jean-François Carinco, le sujet de l'eau en Guadeloupe, c'est pas un problème d'argent. C'est un problème de l'organisation, de la gouvernance, et donc c'est ça qu'il faut mettre en place en premier. Pourtant, avec ce syndicat, on pourrait se dire que les choses ont été réorganisées, non? Oui, elles ont été réorganisées, mais très rapidement. Et puis et c'était le mandat qui avait été donné, on a regroupé l'ensemble des opérateurs de l'eau de Guadeloupe, quel que soit leur statut, quel que soit le statut des agents, quelle que soit leur organisation, quel que soit leur déficit ou leur bon fonctionnement. Donc en fait, il ne faut pas jeter l'opprobre sur le syndicat. Le syndicat, il hérite d'une situation qui est celle qui a été créée par la création de ce syndicat. Donc il faut maintenant qu'on l'aide à monter en puissance. Alors je sais que votre cheval de bataille, c'était aussi la sécurité routière. Et là, est-ce que vous avez eu les coups des franches? Est-ce que vous avez réellement pu faire avancer ce dossier? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes satisfait du travail réalisé? Alors, tout à l'heure, vous me posiez la question de savoir s'il n'y avait pas un sujet qui me chagrinait ou auquel je partais de Guadeloupe en me disant qu'il restait encore beaucoup à faire. Le sujet de l'insécurité routière et des comportements sur la route est vraiment un sujet sur lequel il y a beaucoup de travail encore à faire.
En revanche, j'ai un sentiment qui, j'espère, est partagé, que on est rentré dans une phase différente depuis l'année dernière, notamment avec la mise en place des assises de la sécurité routière, qui a été, à mon sens, une bonne initiative parce que ça a permis de rassembler toutes les bonnes volontés, tous les gens qui, comme nous, constataient qu'on avait un problème de comportement sur les routes et qui avaient besoin de mieux sensibiliser, de faire plus d'actions de prévention, mais aussi de faire plus d'actions de contrôle, parce que c'est remonté aussi par les assises de la sécurité routière. Mais là, je préfère me concentrer sur le sujet de la sensibilisation et de la prévention. Et donc, on a rassemblé toutes ces bonnes volontés et en fait, est ressorti de là plein d'idées. Et plein de propositions. Et c'est ça qu'on est en train de mettre en place. Hier, je suis allé inaugurer sur un rond-point de Capesterre-Belle-Eau une œuvre de M. Jean-Charles, que tout le monde connaît. Alors là, c'est pas Christophe, c'est une autre œuvre, puisqu'il avait gagné un appel à projet que nous avions lancé. D'ailleurs, c'était une idée des assises de sécurité routière, occuper les ronds-points pour des messages de prévention, parce que ce sont des endroits où tout le monde passe. On est obligé de ralentir pour arriver au rond-point, et donc on peut mieux prendre en compte ces messages. Et j'étais avec Maître Copetz, que tout le monde connaît, qui travaille avec lui, et qui, lui, travaille beaucoup sur les victimes de la route, en tant qu'avocat. Il m'a évoqué un sujet qui, pour moi, est très parlant. Il a parlé du besoin de polyphonie, c'est-à-dire le besoin de parler à plusieurs voix, pour que toutes ces voix différentes qui expriment la même chose, de besoin de sorte de prévention et d'agir sur les comportements, touchent. Même si un de nos vecteurs, un de nos moyens de communication va toucher 10 personnes, 15 personnes, 30 personnes, c'est pas grave, ça fera toujours ces gens-là qui, eux, auront été sensibilisés et on l'espère le seront pour l'avenir et pourront sensibiliser autour d'eux. Vous voyez, c'est vraiment de rentrer dans cette phase. Et les assises de la sécurité routière nous ont permis de faire ça. Et on va continuer. Et on a plein d'opérations qui sont prévues. Il y a quelqu'un qui est venu de façon spontanée nous présenter une chanson qui a été écrite pour la sécurité routière. On va la soutenir et on va la diffuser. Vous vous souvenez du clip des élèves de l'an dernier? Voilà, ça c'était une initiative aussi qu'on a soutenue. Et on a plein d'opérations comme ça dans les entreprises, dans les écoles, pour les personnes âgées, puisque ce sont aussi des personnes vulnérables. Hier, et c'est le fruit de la sécurité routière, j'ai annoncé aussi qu'avec le comité de cyclisme de Guadeloupe, on va créer un grand prix de la sécurité routière. Donc le 17, 18 et 19 mars prochain, il y a une course qui va être organisée, qui va être le prix de la sécurité routière. Et en hommage à M. Brassler, vous vous souvenez, cet agent de route de Guadeloupe qui est décédé alors qu'il était en train d'opérer une mise en sécurité sur la voie, eh bien, on a décidé de l'appeler le prix Brassler. Et donc, il y aura un prologue à Pointe-à-Pitre et puis ensuite 2 journées de course. Elles partiront symboliquement de route de Guadeloupe à Jarry et elles arriveront à route de Guadeloupe à Jarry. Le premier jour, ce sera le tour de toutes les communes de la Grande Terre. Le deuxième jour, de toutes les communes de la Basse Terre, avec des messages de sensibilisation, de prévention, un village de prévention. Et voilà, vous voyez une initiative en fait qu'on a partagée avec les cyclistes et avec Monsieur Théobald. Et je pourrais vous en citer beaucoup comme ça. Et donc c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de rentrer dans cette polyphonie, dans cette prise de conscience majeure que la route est dangereuse, que c'est un espace public que nous partageons et que donc un comportement dangereux qu'on a nous est un danger pour les autres. Je rappelle que plus de la moitié des victimes d'accidents de la route ne sont pas les gens qui étaient responsables de l'accident. Ce sont donc des victimes. Soit ils étaient passagers, soit ils étaient dans la voiture qui était en face. Vous êtes sur le départ. Est-ce pour vous un soulagement ou est-ce le déroulement normal de votre carrière? Est-ce que je donne l'impression d'être soulagé? Non, honnêtement, je ne suis pas du tout soulagé. Je suis même plutôt triste de partir. Parce qu'on vient de le voir, il y a beaucoup de choses encore à faire. Et puis, les contacts que j'ai noués, la chaleur dans les relations ici en Guadeloupe vont me manquer. Ils vont nous manquer avec mon épouse, évidemment. Donc, non, je ne suis pas du tout soulagé de partir. Mais quand on est préfet, on est un homme de mission. C'est-à-dire qu'on nous confie une mission. Avant de venir ici en Guadeloupe, j'étais préfet de la Meuse, un département du Grand Est. Et je suis resté dans ce département 18 mois. Parce qu'on m'a demandé de venir ici en mission en Guadeloupe. Parce qu'il y avait... À ce moment-là, vous avez aussi regretté de partir? Mais bien sûr, j'ai regretté aussi de partir. Mais on regrette toujours les endroits dans lesquels on a vécu des choses fortes. Et ici, j'ai vécu des choses particulièrement fortes. Et donc, oui, je regrette de partir. Je suis triste de partir. En même temps, j'ai une nouvelle mission qui m'attend dans un département dans lequel les habitants attendent aussi un préfet. Donc, donc j'y vais. C'est le département de la Loire. Dans le chef-lieu est Saint-Étienne, donc près de Lyon, dans la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc voilà, donc je suis triste de partir d'ici
parce que je vais quitter un territoire que j'ai beaucoup aimé, que je vais continuer à aimer, des habitants que j'ai beaucoup aimés, dont j'ai aimé m'occuper, pour un autre territoire dans lequel j'espère j'aurai les mêmes relations. Et donc je suis triste ici et déjà enthousiaste de cette nouvelle mission. C'est le paradoxe de quand on nous nomme quelque part. Est-ce que vous avez l'impression que les Guadeloupéens vous regretteront? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été dans le cœur des Guadeloupéens? Ce serait présomptueux de répondre positivement à votre question. Je n'en sais rien. J'espère en tout cas leur avoir apporté ce qu'ils attendaient du représentant de l'État ici en Guadeloupe, oui, très sincèrement. Et l'État a été satisfait de votre passage en Guadeloupe? Vous demanderez au ministre Carinco quand il viendra la prochaine fois. Vous avez une petite idée? Oui, mais j'ai l'impression effectivement on considère qu'en tout cas j'ai accompli ma mission. J'ai pas mal accompli ma mission. Voilà. Quand partez-vous? Je vais partir la semaine prochaine, dans une semaine. Alors, est-ce que vous avez un dernier message à l'endroit des Guadeloupéens? Mon dernier message à l'endroit des Guadeloupéens, si je puis me permettre, parce que c'est quand même un peu présomptueux, c'est de dire que justement, la Guadeloupe, c'est un territoire qui a énormément de positivité. Il y a énormément de choses à faire. Évidemment, il y a des difficultés, il y a des choses qu'il faut continuer à réparer, y compris dans les relations sociales. Mais c'est un territoire qui est vraiment, qui a énormément de points positifs et d'aspects qu'il faut absolument valoriser. Et s'il y a un message que je veux faire passer, c'est de dire qu'il faut qu'on s'inscrive résolument en Guadeloupe dans le futur. Et donc on imagine à présent ce qu'on veut de la Guadeloupe dans les 15 ans qui viennent, parce que c'est ça qui va nous permettre d'avancer collectivement. Et c'est ça le message, c'est qu'en fait c'est ensemble que tout se bâtit, et il faut réfléchir à ce qu'on veut faire demain, parce que c'est ensemble aujourd'hui qu'on va conduire ensuite la Guadeloupe pour demain. Quelles sont les personnes qui vous ont marqué, que vous retiendrez dans votre cœur? Je peux pas vous dire le nombre. Beaucoup de gens que j'ai rencontrés dans la rue, et ça m'arrive assez souvent quand je vais faire mes courses ou quand je me promène, viennent me dire des choses positives sur ce que j'ai fait, viennent me demander des choses. Voilà, c'est ces gens-là qui m'ont manqué. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.